Merci, monsieur, de se prêter au jeu afin de répondre à un nombre de questions liées à l'actualité politique. À présent, nous allons aborder les questions sur la politique intérieure. La première question est la suivante. Depuis son indépendance, Haïti connaît une vie politique mouvementée, marquée par des différents changements de constitution, de coups d'État, d'assassinat de présidents, dont le plus récent est celui de l'assassinat du président Jovenel Moïse, dont vous étiez, M. Lucas, très proche. Quelles sont, selon vous, les causes de ce désordre politique en Haïti? Bon, ça a été un honneur d'être le conseiller spécial du président de la République avec un ambassadeur. Jovenel Moïse était un grand leader. Il a lancé des réformes que personne ne pensait possible, particulièrement des réformes économiques. Et comme vous le savez, depuis à peu près 30 ans, l'État haïtien a été capturé par quelques oligarques de Pétionville. Et pour illustrer, sur les 28 sénateurs de la 18e législature, il y a une dizaine d'oligarques de Pétionville qui contrôlaient 20 de ces sénateurs. Des 10 sénateurs qui sont encore là, dont le mandat a été terminé depuis le 10 janvier dernier, qui ont illégalement prolongé leur mandat, les 10 sénateurs restants, 7 sont contrôlés par des oligarques de Pétionville. Quand on prend le pouvoir judiciaire, la Cour de cassation, qui est notre Cour suprême, est contrôlée par les oligarques de Pétionville. Il en est de même de la Cour d'appel. Le tribunal de premier instant, vu leur comportement pendant les 8 derniers mois, et la Cour des comptes. En ce qui a fait au pouvoir exécutif, le président a prêté serment le 7 février 2017. Pardon. Il a essayé de dialoguer. Il a essayé de dialoguer avec les oligarques pour dire, écoutez, monsieur, cette situation économique tant au sein de l'État que à l'extérieur de l'État ne peut pas continuer. Il faut moderniser, il faut refaire les choses. Les oligarques avaient déclaré au président que depuis 50 ans, c'est comme ça que ça se fait. Le président leur avait répondu, depuis 50 ans, vous êtes en train de voler l'État. Effectivement, quand vous prenez le dossier de l'électricité, les oligarques ont volé 3 milliards 900 millions de dollars américains en 13 ans pour 5 heures d'électricité dans la capitale, alors que les 145 autres communes du pays étaient dans le noir. Ils volaient dans l'exportation des produits pétroliers à 3 niveaux avec leurs associés au niveau international. Il ne faut pas oublier que 52% du marché pétrolier haïtien est contrôlé par des compagnies françaises. Avec les réformes du président, ils ont perdu à peu près 400 millions de dollars américains par an. Ces gens n'étaient pas non plus contents. Dans la construction des routes, le président a opéré encore des réformes en profondeur. L'État et les oligarques faisaient payer à l'État 1 500 000 dollars américains pour chaque kilomètre de route bâtie. Le président a demandé une étude du ministère des Travaux publics qui a montré que les routes pouvaient se faire pour 150 000 dollars américains le kilomètre avec bénéfice. Et c'est ce qui a été fait pendant le mandat du président. Donc, le président Jovenel Moïse, en touchant aux grands dossiers économiques et à travers les réformes qu'il opérait, a remis en question les intérêts des oligarques corrompus d'Haïti et de leurs associés étrangers. C'est pour cette raison qu'il a été tué. Mais quand vous parlez de la question politique en Haïti, il faut dire que entre Haïti et le Chili a commencé son processus démocratique en 1990 avec la fin de la dictature de Pinochet. Haïti a commencé son processus démocratique en 1986. La différence entre le Chili qui a réussi sa transition démocratique et Haïti qui jusqu'à présent piétine dans cette transition démocratique, c'est ce qu'on appelle l'échec du leadership politique haïtien. Les socialistes chiliens qui ont pris le pouvoir en 1990, ils avaient une vision, ils avaient un plan de modernisation
ils avaient un plan démocratisé après la dictature de Pinochet. Ces démocrates chiliens, tout ce que la dictature avait laissé qui n'était pas bon, ils ont réformé ces choses-là, les ont modernisées, et l'économie de Pinochet qui était bonne, ils l'ont adoptée. Tandis qu'en Haïti, le leadership de 1990 ne croyait pas en la démocratie, n'avait pas de plan, n'avait pas de vision et ne pouvait pas bâtir l'État démocratique et le développement économique qui sont les aspirations du peuple haïtien. Donc, si je dois résumer tout ce que je viens de dire, c'est un échec du leadership politique qui n'était pas préparé et pour répondre aux aspirations démocratiques et de développement économique du peuple haïtien. Excellent. Merci. La question que j'aimerais vous poser, c'est que de nombreux chercheurs et organismes de recherche s'accordent sur la thèse que Haïti est mise sous tutelle effective par les puissances étrangères, représentées par des ambassadeurs et diplomates connus sous le terme générique corps groupe. Alors, comment, selon vous, Haïti peut-elle s'affranchir de cette tutelle qui, en guise d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens, les détériore en réalité? Bon, si vous faites une évaluation de la présence des missions des Nations Unies en Haïti depuis à peu près 22-25 ans, c'est une catastrophe. Ils ont dépensé à peu près 14-15 milliards de dollars américains en faisant une évaluation en tenant compte des 7 grandes caractéristiques de la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage? Rien du tout. Cette mise sous tutelle a envenimé la situation en Haïti. Et Mme Laline, en tant que représentante du secrétaire général, en lisant ces rapports, on se rend compte qu'elle représente une menace pour la construction de la démocratie en Haïti, une entrave à la justice et un problème pour la stabilité politique en Haïti. Il faut laisser les Haïtiens décider de leur avenir. Ce n'est pas facile de bâtir une démocratie. Aujourd'hui, les Américains considérés comme l'une des plus grandes démocraties dans le monde, avec des institutions très efficaces et très modernes, les Américains sont passés par une guerre civile avec le Nord progressif et moderne, et entre le Nord progressiste et moderne et le Sud esclavagiste et arriéré. C'est cette guerre civile qui a permis aux États-Unis d'être là où les Américains sont aujourd'hui. Donc laissez-nous, moi, ma première réaction, c'est laissez-nous respirer. Et comme disait quelqu'un, la démocratie, c'est un peu merci, mais c'est le meilleur système qu'il y a sur la Terre. Donc je pense qu'il y a des confrontations en Haïti qui doivent avoir lieu. On doit casser des œufs pour faire l'omelette. Et la démocratie, l'omelette de la démocratie que nous aspirons, ça va pas être facile. Mais pour moi, la tutelle étrangère est un cancer pour Haïti. Il faut nous débarrasser de cette tutelle. Les Madame Laline et Co représentent une menace permanente et une entrave permanente à la construction de la démocratie, aux aspirations de justice et de développement économique. Et les oligarques corrompus sont en général protégés par ces gens. Donc, ces gens doivent nous laisser respirer. Nous avons observé avec beaucoup d'attention le comportement Daniel Foote, envoyé spécial des États-Unis, qui par la suite dénonce ouvertement la politique des États-Unis en Haïti, y compris la compromission d'une certaine partie de la classe politique haïtienne. Bon, d'abord, référons-nous au dénominateur commun que tout étudiant en première année en relations internationales ou en sciences politiques ou en sécurité nationale fait, c'est que les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Donc, les ambassadeurs qui sont à Port-au-Prince et les diplomates qui travaillent dans les différents ministères des Affaires étrangères à travers le monde, ils ont un rôle spécifique, défendre les intérêts de leur pays. Donc, lorsqu'un diplomate étranger parle, ce sont les intérêts de son pays ou des intérêts de ce qu'on appelle les constituants de son pays qu'il défend. Donc, maintenant, pour comprendre Daniel Foote, il faut regarder
manipulation de Washington par rapport à Haïti. Et au département d'État, il y a 2 courants ou 3 courants sur Haïti. Au Congrès américain, il y a 3 ou 4 courants. Daniel Tout fait partie de ce courant avec Ira Osben, Brian Concanon et Kim Pearce et l'autre là qui écrit très souvent, Jake Johnson. Ils sont un réseau de 5 proches de Chambers qui sont en train de supporter la tentative du coup d'État de Montana et qui a mis devant Fridjan après le cirque qu'ils ont fait à l'hôtel de Montana. Et donc, les positions qu'il est en train de prendre, c'est pour voir comment faciliter et aider la Valace à réaliser son coup d'État. Bien entendu, dans le cas d'Haïti, quand on parle de communauté internationale, il faut dire les communautés internationales. L'intérêt de la France en Haïti, c'est le marché pétrolier. Les compagnies françaises contrôlent 52% du marché pétrolier. Quand le président Jovenel a commencé à opérer les réformes pour fermer la vanne de la corruption dans ce domaine, les compagnies pétrolières françaises ont fait beaucoup de relations publiques de lobby en Europe pour salir le caractère du 58e président de la République, Jovenel Moïse. Et ce qui était en jeu, c'était le marché pétrolier haïtien où les compagnies pétrolières françaises contrôlent 52% du marché. Donc, pour un président haïtien, ça a toujours été un challenge depuis Toussaint Louverture de mener le jeu diplomatique. Et c'est pourquoi nous, comme héritiers de Toussaint Louverture et de Dessalines, nous tenons toujours à la tête les 3 grands principes laissés par la diplomatie louverturienne, le fondateur de notre diplomatie. Et quand Toussaint cherchait la libération générale des esclaves, vous avez vu son jeu diplomatique avec les Français, les Espagnols, les Anglais et les Allemands pour essayer de joindre, de trouver la libération générale des esclaves. Dans ce contexte, je crois que nos dirigeants de Port-au-Prince doivent savoir que les étrangers n'ont pas d'amis en Haïti, ils ont des intérêts et nous, le responsable politique doit savoir comment jouer de la même manière que Toussaint Louverture. Parce que le modus operandi laissé par Toussaint et par Dessalines au niveau diplomatique et au niveau militaire, c'est acquérir toutes les connaissances des Blancs et devenir plus fort qu'eux dans ce qu'ils savent faire. Dessalines a appris le métier d'armes et des Français et plus tard, c'est Dessalines qui va battre Rochambeau et Bonaparte. Ils étaient devenus plus forts qu'eux à leur jeu. Donc, pour moi, la diplomatie haïtienne doit s'activer, mais quand c'est la communauté internationale qui installe à la tête du pouvoir exécutif en utilisant l'article 149 de la Constitution l'un des actes du président de la République, Ariel Henry, on a une idée dans des eaux dans lesquelles on nage. Et ce sont des eaux très boueuses et très difficiles. Monsieur Stanley, vous évoquiez tout à l'heure les différents courants qui pilotent et ordonnent des décisions en Haïti. Nous avons constaté récemment qu'il y a eu plusieurs accords, notamment l'accord de Montana, l'accord de Penn, il y a eu la Louisiane, qui a organisé un sommet, question de prendre des décisions pour trouver une alternative à Ariel Henry. Pensez-vous que toutes ces décisions représentent les aspirations du peuple haïtien ou du moins celles des intérêts des sous-systèmes? Bon, et ces accords, je dirais, c'est l'expression, l'ensemble de ces accords représente l'expression du refus à la démocratie. C'est aussi l'expression d'une certaine discrimination et du racisme systémique qu'il y a en Haïti. L'ensemble des acteurs présents dans ces accords ne représentent pas 4% de l'électorat haïtien. Vous n'avez qu'à aller regarder les résultats des 5 dernières élections en Haïti et comparer les noms dans les accords avec les résultats de ces élections. L'ensemble des acteurs présents dans les accords de Montana, de Penn, du 11 septembre, de Guyane, etc., ne représentent pas 4% de l'électorat haïtien. Donc ces accords, c'est un refus à la démocratie.
c'est un refus de la Constitution qui exige la participation populaire aux décisions politiques. Ces accords, c'est l'expression de la peur des élections. Vous avez un ensemble d'oligarques avec une classe politique traditionnelle incapables de gagner des élections. Ils se réunissent en petits groupes d'amis dans des hôtels de Pétionville et de Port-au-Prince pour élaborer un petit bout de papier. Ce bout de papier qui est soi-disant appelé accord, ce sont des tentatives de coup d'État pour prendre le pouvoir sans la participation du peuple haïtien. Et c'est pourquoi, lorsqu'on regarde les accords, ces accords, ce sont l'ensemble de ces papiers-là sont ce que je dirais un refus total de la démocratie. C'est écarter le peuple des décisions politiques. Vous, petits paysans, les 5 millions d'Haïtiens qui peuvent voter avec de vos orteils, vous n'avez pas la capacité de choisir la personne qu'il faut. C'est à nous de le faire, nous, de la minorité. C'est ça l'expression de ces accords. C'est une minorité de gens qui ne représentent pas 4-3% de l'électorat qui décide de prendre des décisions pour 4 à 5 millions de votants haïtiens. C'est vraiment révoltant et c'est inacceptable et c'est pourquoi ces accords ne vont pas mener pour créer une solution à la crise que vit le pays. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai fait une proposition très simple, choisir 2 personnes par département géographique, une femme et un homme, qui ne sont pas dans la politique, qui sont de la société civile des provinces, des départements, et 10 départements donnent 10 hommes, 10 femmes, 20 personnes. Au sein de ces 20 personnes, choisir, moi je préférerais une femme, et une femme premier ministre et 18 ministres, et pour conduire l'agenda du retour à l'autre constitution qui peut se faire en 7 mois. Le rétablissement de la sécurité prendra 7 semaines, l'organisation du référendum prendra 1 mois, le référendum avec la constitution élaborée par la commission indépendante avec la collaboration du peuple haïtien, par la constitution que Ariel Henry est en train de graphiquer avec Jacques Lévin. Les oligarques voudraient une assemblée constituante nommée par eux pour protéger le système. Et ce serait révoltant d'avoir quelque chose de ce genre. Donc pour moi, lorsqu'on parle de cette réalité que nous vivons aujourd'hui, la solution à la crise n'est pas compliquée. Il faut un peu de volonté politique et d'organisation pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel. Mais ça ne va pas se faire à travers les accords de Montana du 11 septembre. Ce sont des gens corrompus qu'on a vu ce qu'ils ont fait au sein des institutions de l'État pendant les 36 dernières années. Ils ont affaibli les institutions de l'État au profit des oligarques. Il y a eu un transfert de richesse de 560 milliards de gouttes des biens du peuple haïtien au niveau des institutions étatiques à ces oligarques de Pétionville. 560 milliards de gouttes en 36 ans. Les entreprises de l'État génératrices de revenus qu'ils ont volés à travers des raquettes juridiques. Donc aujourd'hui, ces accords, c'est pour protéger le système, alors que le peuple veut se débarrasser de ce système corrompu et qui fait que 80% de la population ne veut pas rester en Haïti. Il s'agit de la dernière question, bien que vous avez été un peu sur l'organisation qui devait se mettre en place pour redresser Haïti, pour sortir Haïti de cette crise. Mais je me permets quand même de vous poser la question de savoir quel est selon vous le mode d'organisation politique, administratif et économique à mettre en place pour redresser Haïti, à savoir que les institutions n'existent plus, à savoir que tous les élus, il n'y a plus d'élus en Haïti actuellement. Il n'y a que quelques sénateurs qui ont été prolongés, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Donc, quel est selon vous le mode d'organisation à mettre en place pour redresser Haïti? Bon, l'organisation politique du pays est définie par la Constitution de 1987 amendée et lors du prochain référendum,
si le peuple approuve la nouvelle constitution, ce serait une bonne chose pour le pays d'avoir une nouvelle organisation de l'État et avec des pouvoirs plus balancés qu'avant, ce qui est à la source de beaucoup d'instabilité politique. Maintenant, comment retourner à l'ordre constitutionnel? Premièrement, il faut garantir qu'on a un gouvernement conformément à l'article 149 de la Constitution représentative du peuple haïtien. Donc, la suggestion de tout à l'heure, c'est de trouver 10 femmes et 10 hommes sortant des petits départements géographiques pour mettre en place un nouveau gouvernement. Donc, ceci dit, la prochaine étape, c'est le rétablissement de la sécurité. On sait que l'insécurité est contrôlée par les oligarques de Pétionville, quelques parlementaires qui travaillent pour eux, certains leaders politiques très connus qui gèrent les gangs, et le Premier ministre, son ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice sont aussi impliqués dans la gestion des gangs. Donc, pour moi, rétablir la sécurité n'est pas compliqué. Pour renforcer les capacités de la police nationale, donc, on a besoin de moyens logistiques et financiers. Moi, je vois le support des États-Unis. On a besoin de support direct, comme on dit, manpower du Brésil et du Mexique. Une fois ces conditions réunies, la sécurité peut être rétablie en 7 mois, pardon, en 2 mois. Je vous ai dit tout à l'heure que l'insécurité, c'est seulement dans 5% du territoire national, dans la zone métropolitaine. 95% d'Haïti n'a pas d'insécurité. Les 9 autres départements géographiques n'ont pas de problème de sécurité. Donc, l'insécurité que nous mentionnons est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et cette insécurité peut être combattue, la sécurité peut être rétablie en toute cette semaine. Donc, la prochaine étape, c'est l'organisation du référendum. Si le peuple approuve la Constitution, on fait alors les élections législatives et présidentielles en même temps pour l'installation de la 51e législature et du 59e président. Et le dernier élément, c'est garantir qu'on a un juge indépendant, parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a eu en 8 mois 16 obstructions à la justice d'Ariel Henry et de certains juges qui ont participé à l'assassinat du président. Donc, la mafia judiciaire qui est opposée à l'avancement de l'enquête, il faut s'en débarrasser, garantir qu'il y a un juge d'instruction valable comme Mathieu Conrad qui prend en main le dossier, lui donner les ressources matérielles et logistiques de la sécurité nécessaire pour faire son travail. Et pour moi, dans un délai de dépassement à 4 mois, tout l'ensemble des assassins du président Jovenel Moïse seront sous les verrous. Donc, la solution à la crise n'est pas compliquée. Ici aux États-Unis, lorsqu'ils identifient le problème, ils cherchent immédiatement la solution. Quand les Américains faisaient face à un problème de terrorisme, ils ont identifié Osama Ben Laden, Qassim Soleimani, al-Baghdadi, qui était le chef de ISIS, qui se sont débarrassés de ces gens. Aujourd'hui, on a en Haïti nos Osama Ben Laden, nos Qassim Soleimani et nos al-Baghdadi. L'insécurité est financée, dirigée, planifiée par les oligarques de Pétionville, exécutée par Ariel Henry, Berthaud Dorfé et quelques autres leaders politiques. Donc, résoudre ce problème n'est pas compliqué. C'est la volonté politique et l'organisation pour le faire.